Le point le plus élevé du comté est marqué par un mystère. On dit qu'un homme a trouvé la mort à cet endroit au cours d'une violente tempête, alors qu'il tentait d'entraver une créature maléfique menaçant la terre entière. Vint alors un nouvel âge de glace. Quand il s'acheva, tout avait changé, même la forme des collines et le nom des villes dans les vallées. À présent, sur ce plus haut sommet des collines, il ne reste aucune trace de ce qui fut accompli. Il y a si longtemps. Mais on en garde la mémoire. On l'appelle la pierre des Wards. Chapitre 1. Un septième fils. Lorsque l'épouvanteur se présenta, le jour commençait à baisser. Une longue et dure journée de travail s'achevait et je m'apprêtais à souper. « Vous êtes bien sûr que c'est un septième fils ?» demanda-t-il en m'examinant d'un air dubitatif. Papa acquiesça. « Et vous étiez vous-même un septième fils ?» Papa hocha de nouveau la tête et se mit à danser nerveusement d'un pied sur l'autre, éclaboussant mon pantalon de boue et de purin. Sa casquette trempée dégoulinait. La pluie n'avait pratiquement pas cessé depuis un mois, les arbres commençaient à bourgeonner, mais le printemps tardait à venir. Mon père était fermier, comme son père avant lui, et le premier souci d'un fermier est de conserver ses terres. Pas question de les partager entre ses enfants. Les parcelles se réduiraient à chaque génération jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Un père lègue donc sa ferme à son fils aîné et place les autres en leur trouvant autant que possible un bon métier. Mieux vaut donc être bien vu du voisinage. Si on possède une grosse ferme et qu'on est confié au forgeron de nombreux travaux, il accepte parfois un apprenti. Cela fait déjà un fils de casier. J'étais le septième enfant, et toutes les possibilités avaient été épuisées. En désespoir de cause, papa envisageait de m'envoyer comme apprenti auprès de l'épouvanteur. C'était du moins ce que je croyais. J'aurais dû me douter que maman était derrière tout ça. Maman était derrière beaucoup de choses. Longtemps avant ma naissance, c'était son argent qui avait payé notre ferme. Comment mon père, un septième fils, aurait-il pu se permettre une telle dépense? Maman n'était pas d'ici. Elle venait d'un pays au-delà de la mer, et, en l'écoutant attentivement, on remarquait sa façon particulière de prononcer certains mots. N'allez pas imaginer qu'on voulait me vendre comme esclave ou quelque chose de ce genre. J'en avais plus qu'assez des travaux de la ferme. De toute façon. Et ce que les gens d'ici appelaient la ville n'était qu'un hameau perdu au milieu de nulle part. Je n'avais aucune envie d'y passer le reste de mes jours. Donc, dans un sens, je ne détestais pas l'idée de devenir épouvanteur. C'était probablement plus intéressant que de traire les vaches et d'épandre le fumier. Seulement, ce n'était guère rassurant. Je devrais apprendre à protéger les fermes et les villages des créatures qui surgissent à la faveur de la nuit. Affronter ghouls, démons et autres monstruosités serait mon lot quotidien, car telle était la tâche de l'épouvanteur, et j'allais, semblait-il, devenir son apprenti. « Quel âge a-t-il » demanda l'épouvanteur. « Il aura ses 13 ans en août. » Pas bien grand pour son âge. Il sait lire et écrire ? Oui, répondit papa. Il connaît même le grec. Sa mère le lui a enseigné et il le parlait quasiment avant de savoir marcher. L'épouvanteur hocha la tête et se tourna vers la maison, au bout de l'allée boueuse, comme s'il avait entendu quelque chose. Puis, haussant les épaules, il déclara. « Ce n'est déjà pas une vie facile pour un homme. Alors pour un gamin, vous pensez qu'il en sera capable ? Il est fort, et il le sera d'autant plus que moi quand il aura achevé sa croissance, affirma mon père en se redressant de toute sa taille. Même ainsi, le sommet de son crâne arrivait tout juste à la hauteur du menton de l'épouvanteur. Soudain, celui-ci sourit. Je ne m'y attendais pas. Son large visage semblait taillé dans la pierre, et jusqu'à cet instant il m'avait paru redoutable. Son long manteau noir à capuche lui donnait l'allure d'un prêtre, mais quand il vous regardait en face, son expression sinistre évoquait plutôt celle d'un bourreau prêt à vous passer la corde au cou. Les mèches de cheveux qui s'échappaient du capuchon étaient du même gris que sa barbe, tandis que ses sourcils broussailleux étaient noirs, et noires les touffes de poils sortant de ses narines.
Il avait les yeux verts comme moi. Je notai alors un détail intéressant. Il tenait un long bâton. Ça, bien sûr, je l'avais vu dès son arrivée, mais je venais seulement de remarquer qu'il le tenait de la main gauche. Était-il gaucher lui aussi? Cette particularité m'avait causé des ennuis sans fin à l'école du village. On avait même eu recours au curé de la paroisse qui m'avait longuement examiné en me répétant avec force soupir qu'il me faudrait combattre ce défaut avant qu'il soit trop tard. Je ne savais pas ce qu'il entendait par là. Ni mon père ni mes frères n'étaient gauchers. Ma mère, il est vrai, était plutôt maladroite, mais ça ne la souciait guère. Lorsque le maître avait menacé de combattre cette mauvaise habitude en attachant mon crayon à ma main droite, elle m'avait retiré de l'école et m'avait fait la classe elle-même à la maison. « Combien vous dois-je pour son apprentissage ?» demanda papa, coupant le fil de mes pensées. On passait aux choses sérieuses. « 2 guinées pour le mois, s'il me convient. Je reviendrai à l'automne, et vous me payerez 10 autres guinées. Sinon, je vous le renverrai, et je ne vous compterai qu'1 guinée de plus, en dédommagement. » Papa opina. Le marché était conclu. Nous entrâmes dans la grange, et papa remit à l'épouvanteur la somme convenue. Ils n'échangèrent pas de poignée de main. Personne ne voudrait toucher un épouvanteur. Mon père se comportait bravement, tout en se tenant à 6 pieds de distance de notre visiteur. « J'ai affaire dans les environs, » dit l'épouvanteur. « Je repasserai chercher le garçon aux premières lueurs du jour. Assurez-vous qu'il soit prêt, je n'aime pas attendre. » Dès qu'il se fut éloigné, papa me tapa sur l'épaule. « C'est une nouvelle vie qui commence, fils. Va te laver. Tu n'es plus un fermier, désormais. » Quand j'entrai dans la cuisine, mon frère Jack tenait sa femme, Ellie, par la taille, et elle le regardait en souriant. J'aime beaucoup Ellie. Elle est chaleureuse, attentive et amicale. Maman dit qu'épouser Ellie a été une bonne chose pour Jack. Elle a le don d'apaiser sa nervosité. Jack est l'aîné le plus grand de nous tous. Papa prétend en blaguant que c'est le moins laid de la portée. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai que Jack est bien charpenté. Il a des yeux bleus et un air de bonne santé, mais ses vilains sourcils broussailleux se rejoignent au-dessus du nez. Je dois cependant reconnaître qu'il a su séduire une gentille et jolie femme. Les cheveux d'Ellie ont la couleur de la paille 3 jours après la moisson, et sa peau irradie à la lumière des chandelles. « Je pars demain matin, lâchai-je. L'épouvanteur vient me chercher à la première heure. » Le visage d'Ellie s'éclaira. « Il a accepté de te prendre ?» Je hochai la tête. « Il m'accorde 1 mois d'essai. Mais c'est merveilleux, Tom. Je suis vraiment contente pour toi. »« Je n'y crois pas, » s'esclaffa Jack. « Apprenti d'un épouvanteur, toi qui ne peux pas t'endormir sans laisser ta chandelle allumée ?» Je ris, mais il avait touché juste. Il m'arrive de voir des choses dans le noir, et un peu de lumière est le seul moyen de les tenir à l'écart si je veux trouver le sommeil. Mon frère vint vers moi, me ceintura et me traîna autour de la table de la cuisine en poussant des rugissements. C'est sa façon de manifester son enthousiasme. Je lui opposai juste assez de résistance pour qu'il soit content, et il finit par me libérer en me tapotant le dos. « Bravo, Tom! Avec un boulot pareil, ta fortune est assurée. Il y a juste un petit problème. » « Lequel ?» demandai-je. « Tu dépenseras chaque guinée payée. »« Tu sais pourquoi ? » ?»« Non. Parce que tes seuls amis seront ceux que tu achèteras. » Je hochai les épaules. Pourtant, il y avait du vrai dans ces paroles. Un épouvanteur travaille et vit seul. « Voyons, Jack !» se fâcha Ellie. « Ne sois pas méchant comme ça !» Je blaguais, se défendit mon frère, visiblement étonné que sa femme fasse une histoire pour si peu. Ellie se tourna vers moi, et je vis son visage s'attrister soudain. « Oh, Tom, tu ne seras pas là pour la naissance de notre bébé. » Elle paraissait si déçue que je me sentis tout malheureux à l'idée de ne pas voir ma petite nièce. Maman avait prédit que l'enfant serait une fille, et elle ne se trompait jamais. « Je reviendrai à la maison dès que possible, promis-je.
Ellie s'efforça de sourire et Jack passa un bras autour de mes épaules. Tu pourras toujours compter sur la famille, Tom. Nous serons là si tu as besoin de nous. 1 heure plus tard, je m'assis à table pour souper, sachant qu'au matin je serais parti. Papa récita le Bénédicité et nous marmonnâmes tous Amen, sauf maman. Comme d'habitude, elle fixait son assiette, attendant poliment que nous ayons terminé. Elle eut alors un petit sourire, un sourire très tendre, à moi seul destiné, qui me mit du baume au cœur. Le feu dansait dans l'âtre, répandant une bonne chaleur. Le cuivre du chandelier posé au centre de notre table était si bien astiqué que nos visages s'y reflétaient. La chandelle était en cire d'abeille. La cire était un produit cher, mais maman ne supportait pas l'odeur du suif dans la cuisine. Si papa prenait presque toutes les décisions concernant la ferme, dans certains domaines, maman faisait à son idée. Tandis que nous attaquions de larges portions de ragoût fumant, je fus frappé de voir combien papa semblait vieux ce soir-là, vieux et fatigué. Un voile de tristesse assombrissait de temps à autre son visage. Il s'anima un peu en débattant avec Jack du cours du porc et de l'opportunité d'appeler le charcutier pour tuer les cochons. « Attendons encore 1 mois ou 2, proposait papa. « Je suis sûr que les prix vont monter. » Jack n'était pas d'accord, et tous deux se mirent à argumenter. C'était le genre de discussion amicale que l'on peut voir en famille. Et papa y prenait visiblement plaisir. Cependant, je n'intervins pas. Ça ne me concernait plus. Comme papa l'avait déclaré, j'en avais fini avec la vie de fermier. Maman et Ellie papotaient tout bas en riant. Je n'arrivais pas à saisir ce qu'elle disait, car Jack était lancé et parlait de plus en plus fort. À un regard que maman lui jeta, je compris qu'elle en avait assez de ces éclats de voix. Indifférent au coup d'œil de notre mère et continuant d'ergoter à grand bruit, Jack tendit la main pour attraper la salière et la renversa accidentellement. Un petit cône de grain blanc se forma sur la table. Jack en prit une pincée qu'il jeta par-dessus son épaule gauche. Selon une vieille superstition, gaspiller le sel attire le mauvais sort, et ce geste est censé le conjurer. Il est inutile d'ajouter du sel à ce plat, de toute façon, la réprimanda maman. Cela gâcherait le ragoût et vexerait la cuisinière. Désolé maman, s'excusa mon frère. Tu as raison, ce ragoût est vraiment parfait. Elle lui sourit, puis se tourna vers moi. Personne ne s'intéresse à Tom. Ce n'est pas très gentil pour son dernier soir à la maison. Ça va, maman, affirmai-je. Je suis content d'être là à vous écouter. Eh bien, moi, fit-elle en remuant la tête, j'ai plusieurs choses à te dire. Reste à la cuisine après le souper, que nous ayons une petite conversation. Ainsi, quand Jack, Ellie et papa se furent retirés dans leur chambre, je m'assis près du feu et j'attendis patiemment que maman vienne me parler. Maman n'était pas du genre à faire des embarras. Elle commença simplement par énumérer ce qu'elle mettait dans mon bagage. Un pantalon de rechange, 3 chemises, et 2 bonnes paires de chaussettes qui n'avaient été reprisées qu'une fois. Je fixai les braises, tapotant les dalles du bout du pied. Quand elle approcha son rocking chair et s'installa face à moi, à part quelques mèches grises qui striaient sa chevelure noire, elle n'avait pas changé depuis l'époque où j'étais à peine assez grand pour grimper sur ses genoux. Son regard était toujours aussi vif, et malgré la pâleur de sa peau, elle était l'image même de la santé. « C'est notre dernière occasion de discuter tous les deux avant ton départ, » dit-elle. « Tu franchis une étape importante. Tu vas quitter la maison, apprendre à te débrouiller seul. Si tu as quoi que ce soit à dire, quoi que ce soit à demander, c'est le moment. » Aucune question ne me vint à l'esprit. Je n'arrivais même pas à penser, ces paroles m'avaient fait monter les larmes aux yeux. Le silence s'étira, troublé seulement par le tap-tap de mes pieds sur le carrelage. Maman finit par soupirer. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chat a avalé ta langue? Je haussai les épaules. Arrête de gigoter, Tom, et écoute-moi attentivement. Avant toute chose, attends-tu demain et ton nouveau travail avec impatience?
Je me souvins des paroles de Jack, prétendant que je devrais acheter mes amis. Je n'en suis pas sûr, maman, avouai-je. Personne n'a envie de côtoyer un épouvanteur. Je serai toujours seul, sans amis. Ce ne sera pas aussi terrible que tu le penses. Monsieur Grégory, ton maître, deviendra vite un ami. Tu verras. De plus, tu seras fort occupé, avec tant de nouvelles choses à apprendre. Tu n'auras pas le temps de souffrir de la solitude. N'est-ce pas une perspective excitante? Si, c'est excitant, et c'est effrayant. J'ai envie de faire ce travail, mais je doute d'en être capable. Une partie de moi désire voyager, découvrir d'autres lieux, mais ce sera dur de ne plus vivre ici. Tu me manqueras, la maison me manquera. Tu ne peux pas rester, insista maman. Ton père vieillit, dès l'hiver prochain il laissera la ferme à Jack. Et Ellie va bientôt avoir un bébé. Elle en aura sans doute plusieurs autres. Un jour, il n'y aura plus de chambre pour toi. Mieux vaut que tu en prennes ton parti avant que cela n'arrive. Non, tu ne peux pas rester. Sa voix me parut froide, plus pointue qu'à l'ordinaire. Qu'elle s'adresse à moi sur ce ton me troubla si douloureusement que j'en eus le souffle coupé. Je n'avais plus qu'une envie, aller me mettre au lit. Mais maman avait encore beaucoup à dire. Je l'avais rarement entendue aligner tant de mots à la suite. « Tu as un travail à faire, et tu le feras, reprit-elle avec fermeté. De plus, tu le feras bien. J'ai épousé ton père parce qu'il était un 7e fils. Et je lui ai donné 6 fils avant de t'avoir, toi. Tu es le 7e d'un 7e, et tu as le don. Ton maître est encore en pleine possession de ses forces, mais il a vécu sa meilleure part, et son temps va vers sa fin. Voilà presque 60 ans qu'il arpente le pays, accomplissant sa tâche. Bientôt, ce sera ton tour. Et si tu ne tiens pas ton rôle, qui le tiendra? Qui prendra soin des gens ordinaires? Qui les protégera de ces êtres malfaisants? Qui assurera la sécurité dans les fermes, les villages et les villes? Qui permettra aux femmes et aux enfants de se promener sans peur le long des rues et des chemins? Je ne savais que répondre et n'osais le regarder dans les yeux. Je réussis du moins à ravaler mes larmes. J'aime chacun de ceux qui habitent cette maison, poursuivit-elle d'une voix plus douce. Toi, tu n'es encore qu'un garçon en pleine croissance, mais dans ce comté, tu es le seul qui soit réellement semblable à moi. Tu es le 7e fils d'un 7e fils, tu as le don et la force d'accomplir ce qui doit être accompli. Je serai fier de toi, j'en suis sûr. Elle se leva en concluant. Bien! Je suis contente que nous ayons eu cette conversation. Maintenant, au lit. Demain est un grand jour, il faut que tu sois en forme. Elle me serra dans ses bras et me regarda avec un bon sourire. Je fis de mon mieux pour paraître réjoui et lui sourire en retour, mais, arrivé dans ma chambre, je m'assis sur le bord de mon lit, les yeux dans le vague, ressassant ce qu'elle m'avait dit. Maman est une personne respectée dans le voisinage. Elle connaît mieux les herbes et les potions que le médecin local. Et lorsqu'un bébé se présente mal, la sage-femme ne manque pas de l'envoyer chercher. Maman est une experte en accouchement par le siège. Parfois, des bébés tentent de naître, les fesses en avant, et maman sait les remettre dans le bon sens, alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Dans le comté, des douzaines de femmes lui devaient la vie. En tout cas, c'était ce que répétait papa, car je n'avais jamais entendu maman s'en vanter. Elle faisait ce qu'il y avait à faire, rien de plus. C'était aussi ce qu'elle attendait de moi, et je ne voulais pas la décevoir. Cependant, qu'avait-elle voulu dire? Qu'elle avait épousé mon père et mis au monde mes 6 frères simplement pour que je naisse moi? J'avais du mal à le croire. Après avoir tourné et retourné cette question dans ma tête, j'allais m'installer dans mon vieux fauteuil d'osier, devant ma fenêtre qui donnait au nord, et je regardais à travers les carreaux. La lune baignait la campagne d'une lumière d'argent. Je distinguais, au-delà de la cour de la ferme, au-delà des champs, au-delà des pâturages, la limite de nos terres, à mi-chemin de la colline du Pendu. J'aimais ce paysage, j'aimais la colline du Pendu, perdue dans la distance, telle que je pouvais la voir de ma fenêtre. Depuis des années, c'était mon rituel du soir,
avant de me mettre au lit. Je contemplais cette colline et j'essayais d'imaginer ce qu'il y avait derrière. Je savais qu'on y trouvait d'autres prés, d'autres champs et plus loin un village. Une douzaine de maisons, une petite église et une école minuscule. Pourtant, mon imagination me faisait voir tout autre chose. Je me figurais des blanches falaises surplombant l'océan, ou bien une forêt, ou une grande cité étincelante de lumière avec de hautes tours. En cet instant, néanmoins, en contemplant la colline, je me souvenais aussi de mes peurs. De loin, ça allait, mais je n'avais jamais eu envie de m'en approcher. La colline du pendu, vous vous en doutez, n'avait pas été nommée ainsi par hasard. Un siècle auparavant, une guerre avait ravagé le pays, et tous les hommes du comté y avaient pris part. Ce conflit avait été l'un des pires qui soit, une de ces épouvantables guerres civiles où les familles s'entre-déchirent, où l'on se bat parfois frère contre frère. Au cours du dernier hiver de la guerre, une bataille s'était déroulée aux abords du village. À la fin, les vainqueurs avaient conduit leurs prisonniers jusqu'à la colline et les avaient pendus aux arbres de la pente exposés au nord. Ils avaient pendu également quelques-uns de leurs hommes, accusés de lâcheté devant l'ennemi. Il existait cependant une autre version de cette histoire. Ces prétendus lâches auraient refusé de combattre des voisins et des parents. Jack lui-même n'aimait pas mener les bêtes du côté de la colline. Et les chiens refusaient de franchir la lisière du bois. Quant à moi, sensible comme je l'étais à des choses que les autres ne percevaient pas, j'étais incapable de travailler dans les pâtures proches, car je pouvais les entendre. J'entendais les cordes grincer au vent, et les branches craquer sous le poids des corps. J'entendais les mourants s'étouffer, s'étrangler. Maman avait dit que j'étais semblable à elle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était semblable à moi. Je savais qu'elle aussi pouvait voir des choses que les autres ne voient pas. Un hiver, à l'époque où je n'étais encore qu'un bambin et où tous mes frères vivaient sous notre toit, les bruits venus de la colline étaient si forts, la nuit, qu'ils me parvenaient jusque dans ma chambre. Mes frères n'entendaient rien, moi, si. Et je n'arrivais pas à dormir. Maman venait à mon chevet chaque fois que je l'appelais, alors qu'elle était debout dès le chant du coq pour assurer toutes les tâches ménagères. Elle finit par me dire qu'elle allait s'en occuper. Une nuit, elle monta seule sur la colline du pendu et s'aventura sous les arbres. Quand elle revint, tout était tranquille, et ce calme dura plusieurs mois. Sur un point, au moins, je ne ressemblais pas à maman. Elle était beaucoup plus courageuse que moi.